Bonjour et merci de nous retrouver. Dernière matinale de la semaine. Et au programme d'aujourd'hui, nous parlerons de ces langues qui ont bercé, pour certains en tout cas, notre enfance. L'une aux accents germaniques, l'autre aux élans plus hispaniques. Le yiddish face au ladino. Nous en parlerons avec le docteur Roy Greenwald. Bonjour. Bonjour. Vous nous livrerez donc les secrets du yiddish. Et puis Yehoshua Salti, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes le fondateur du centre de recherche de ladino à l'université de Bar-Ilan en Israël. Ces langues qui sont liées à l'hébreu et qui ont survécu malgré les persécutions, malgré la mondialisation, c'est le thème de notre matinale aujourd'hui. Mais avant toute chose, voici les titres de l'actualité présentés par Elsa Mimoun. Bonjour Elsa. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. On ouvre cette page d'information avec ces images de Jérusalem enneigée. Les écoles de la ville ont donc fermé leurs portes hier dès le début de l'après-midi et le trafic a été perturbé. Notez par ailleurs que l'autoroute A1 demeure fermée dans les deux sens. La neige a également recouvert une partie du nord du pays comme le mont Hermon et a même commencé à tomber à Mitzpe Ramon dans le sud hier soir. Toujours en Israël, le spot de campagne du parti Chasse a été invalidé par la commission électorale. Diffusé pour la première fois mardi soir sur les écrans de la télévision israélienne, ce spot a vivement fait réagir. Le parti Israël Beitenou l'a qualifié de blasphème et d'incitation au racisme contre les immigrés russes. Le parti travailliste a également porté plainte. On passe à présent à la Syrie. L'émissaire Lakhdar Brahimi s'est exprimé. Il estime que Bachar al-Assad ne peut faire partie d'un gouvernement de transition. 40 ans d'Assad en Syrie, c'est un peu trop long. C'est ce qu'a déclaré l'émissaire de l'ONU. C'est la première fois que Lakhdar Brahimi émet des réserves quant au maintien de Bachar al-Assad au pouvoir. Et puis toujours en Syrie, 48 Iraniens enlevés par les opposants au président syrien ont été libérés hier en échange de plus de 2000 prisonniers détenus par le régime. Cette décision de Bachar al-Assad est donc un geste important envers l'Iran, la République islamique qui demeure l'un de ses seuls soutiens. Au Caire, en Égypte, aucun signe de progrès n'a été enregistré entre le Hamas et le Fatah. Le président Mohamed Morsi a rencontré respectivement les chefs des deux mouvements. Le président égyptien souhaitait pouvoir relancer le dialogue entre les frères ennemis palestiniens. En Libye, le Premier ministre libyen Ali Zidane a menacé hier de recourir à la force pour établir l'ordre. Cette déclaration fait suite à plusieurs mouvements de protestation et des violences meurtrières dans la capitale. Les heurts qui ont secoué Tripoli ces dernières 48 heures ont affecté entre autres le secteur pétrolier, principale ressource du pays. Et pour terminer, la Centrafrique, les médiateurs du conflit ont appelé le gouvernement et les rebelles à signer un cessez-le-feu. Les insurgés du Séléka, qui campent depuis 2 semaines à 75 km de Bangui, la capitale, accusent entre autres le président François Bozizé d'être revenu sur un des accords de paix de 2007. La rébellion centrafricaine exige le départ du président et souhaite le traduire devant la Cour pénale internationale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Retour à vous Nathalie sur le plateau de la matinale. Passez une excellente journée sur Guy-Sente. Merci Elsa. Donc pour les titres ce matin, on revient donc sur notre plateau. On commence avec vous, Yehoshua Salti, le ladino. Le ladino, originellement, c'est une langue liturgique, une langue qui a été inventée, créée pour transmettre les textes hébraïques. Tout à fait. C'est bien cela ? Tout à fait. Et donc pour transmettre, vous me le disiez en préparant cette émission, transmettre aux femmes qui étaient dans l'impossibilité de lire l'hébreu, leur permettre de lire l'hébreu ou l'espagnol d'ailleurs, et leur permettre de comprendre les textes. Ça se lit de droite à gauche et c'était par le passé écrit en lettres rachi, c'est bien cela ? Tout à fait. Alors allez-y, racontez-nous un petit peu l'histoire du ladino. La culture et sa langue des séfarades est vieille de 2000 ans. Et elle perdure encore, surtout dans certaines villes des Balkans, en Turquie, en Grèce, en Israël, aux Amériques, après l'exil forcé d'Espagne. Alors pourquoi les Juifs ont créé cette langue, on le disait, pour avoir un lien avec les textes bibliques. Le yiddish, c'est pas tout à fait la même origine. Pourquoi est-ce qu'on a eu ce besoin de créer, d'inventer le yiddish? Car il y avait une langue sacrée, c'était l'hébreu bien évidemment.
Mais il fallait aussi insérer la vie juive dans le quotidien. Et pour cela, ce sont les langues juives, entre autres les ladinos, les yiddish et bien d'autres aussi, il y a une vingtaine, qui étaient nécessaires en fait pour faire la médiation entre en fait le monde sacré, celle du culte, et la vie quotidienne. Est-ce que c'était aussi pour se créer une sorte de spécificité à soi, de recréer un monde à soi dans un monde alentour qui paraissait un peu trop dur, un autre monde, et on avait besoin de se recréer un univers à soi en créant une nouvelle langue? Il me semble que les langues juives, y compris les yiddish bien évidemment, reflètent en fait la réalité historique. C'est-à-dire les juifs vivaient entre eux. Et c'était une langue en fait qui était le produit de ce métissage entre ce qui était à l'intérieur, dans la communauté juive et le monde extérieur, pardon. C'est-à-dire le monde germanique ou bien le monde séfarade, etc. Le monde espagnol, je veux dire. Est-ce qu'il y a des liens entre les deux langues, entre le ladino et le yiddish? Écoutez, c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois. Ces deux langues sont l'essence même de la vie et de l'histoire depuis l'Exode jusqu'à nos jours des Juifs européens. Toutefois, elles ne sont pas mêlées, tout en se côtoyant. À ma connaissance, il y a eu très peu d'influence linguistique entre elles. Toutefois, j'aimerais signaler que les communautés séfarades prospères ont vécu et vivent encore en Hollande et en Angleterre. Tout à fait, pour vous citer un petit exemple, dans l'histoire juive, la communauté séfarade de Vienne, durant l'Empire austro-hongrois, a été l'exemple où les séfarades se sont très bien assimilés aux Ashkénazes. Et vice-versa, on peut prétendre la même chose des communautés minoritaires d'Ashkénazes à Istanbul, à Izmir, au Caire et à Salonique. Alors c'est très important ce que vous êtes en train de dire, Yehoshua, parce que justement, on va le voir dans ce reportage, on estime à 1 demi-million le nombre de personnes qui parlent le yiddish en Israël, des personnes âgées, pour la plupart une langue en voie de disparition, on peut le dire, on va en reparler tout à l'heure, mais à laquelle s'intéresse, et c'est ça qui est intéressant, de plus en plus la jeune génération, et on va le voir. Pas forcément, l'intérêt ne vient pas forcément de qui on l'attend. On le voit dans ce reportage signé de Fleur Citruc. Le yiddish, la langue des shtetl, connaît un regain de mode en Israël. Théâtre, concerts, cours de littérature et d'histoire, c'est toute une culture que découvre ou redécouvre le public israélien. Boris Kotlerman est professeur au département des études juives à l'université de Bar-Ilan. Sa langue maternelle, c'est le yiddish. Il est né au Birobidjan, une province juive de Russie. Depuis que je suis arrivé en Israël, je reconnais partout mon passé yiddish. Par exemple, dans l'expression « comment ça va ?» en hébreu manishma, je comprends que ça ne vient pas de Shema Israël, mais de la traduction littérale yiddish. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas la nostalgie de mon passé yiddish, car je le retrouve ici, sous des habits israéliens. Ça ne me surprend donc pas que beaucoup de personnes s'intéressent à la culture yiddish. Le département de yiddish de l'université de Bar-Ilan, près de Tel Aviv, accueille cette année 440 étudiants de toutes les origines, ashkénazes, séfarades, chiliens, américains, belges, et plus surprenant encore, des Arabes israéliens. Les étudiants arabes viennent car ils sont curieux. Je ne les considère pas du tout comme des espions et des infiltrés qui viendraient en apprendre davantage sur nous. Ils s'inscrivent au cours tout simplement car la culture yiddish est passionnante et fascinante. Mohamed vient de Kfar Kassem, une ville arabe située à 20 km de Tel Aviv. Je suis né en Allemagne, j'y ai vécu 7 ans avant de revenir dans mon pays. Je voulais réviser mon allemand, c'est pour cela que j'ai choisi le yiddish qui est très proche. Le yiddish, c'était la langue des juifs qui vivaient en Allemagne. Ils tenaient tellement à l'hébreu qui leur venait de la Torah et de leur religion qu'ils ont écrit cette nouvelle langue avec des lettres hébraïques. C'est très intéressant. Je parle déjà arabe, hébreu, anglais, j'apprends le yiddish, mais c'est une langue qui n'est plus vraiment parlée. Je me suis aussi inscrite en chinois, mais je me suis sauvée dès le premier cours. Le yiddish, c'est beaucoup plus facile que le chinois. Avec qui vas-tu parler yiddish? Pas avec ma famille en tout cas, mais peut-être alors avec des vieilles personnes ici, originaires de Pologne ou de Russie.
Avraham et Esther sont arrivés en Israël de Pologne en 1949. Ils continuent de parler yiddish à la maison. Je ne savais pas que des Arabes apprenaient le yiddish, mais ça ne me surprend pas. Ils sont très attachés à leur racine, donc c'est logique qu'ils s'intéressent aussi à d'autres cultures. Avant la Seconde Guerre mondiale, le yiddish était la langue des 2/3 des juifs du monde, soit 11 millions de personnes. La plupart d'entre eux ont disparu dans les camps. J'avais tous les frères et sœurs de ma grand-mère sont morts dans le camp. Je ne veux pas que cette langue disparaisse. Je veux qu'elle continue à vivre. Elle appartient à notre histoire, celle du peuple juif. Roy Greenwald, on en parlait en voyant ce reportage. Le regain d'intérêt ne vient pas forcément de là où on s'y attend. Vous étiez enseignant à la Sorbonne en France. Non, j'ai appris. Oui, j'ai enseigné un peu le yiddish à la Sorbonne, c'est vrai. Oui. Et à ce moment-là, vous aviez des étudiants qui n'étaient pas forcément tous juifs. L'intérêt n'est pas forcément, ne vient pas forcément des Israéliens ou des Juifs. Il vient, comme on l'a vu, de Mohamed, cet arabe israélien qui veut apprendre le yiddish. Pour ces raisons, tout le monde s'y intéresse. Oui, pareil en France, en fait, c'est une langue de métissage, c'est une langue qui reflète beaucoup de cultures et je crois que c'est pour cela aussi que s'intéressent beaucoup de gens qui ne sont pas forcément juifs ou bien qui s'intéressent pour la culture juive. Et le yiddish représente une portion de la culture juive qui n'existe plus en hébreu, par exemple, qui est celle, en fait, c'est la culture diasporique. Oui. Alors on en parlait aussi dans ce reportage en commentant ces images et les témoignages qu'on voyait. Le yiddish, ça a fait partie pendant de nombreuses années. C'était plus qu'une langue à côté, comme on l'a aujourd'hui. Il y avait un théâtre yiddish, il y avait du cinéma yiddish, de la littérature en yiddish. Dans les années 20, il y avait même en Biélorussie, la langue nationale, c'était le yiddish. En France, on n'a pas besoin de répéter le fameux Popek et ce qu'il a apporté finalement avec son accent c'était finalement un peu l'ambassadeur du yiddish. Est-ce que tout ça a disparu? Est-ce que c'est repris en Israël? Comment c'est repris? Il faut savoir qu'avant la guerre, la grande majorité des Juifs dans le monde entier parlaient yiddish pour langue maternelle. C'est une chose qui va pas... C'est-à-dire, ça, c'est une chose perdue, bien évidemment. C'est ça, il y a un chiffre important, c'est 11 millions de personnes qui parlaient yiddish. Une langue qui a été parlée en 3 continents, à New York, mais aussi à Kiev, à Tel Aviv aussi. Alors ça, c'est un monde qui ne va pas pouvoir ressurgir. Mais c'est une culture qui existe encore dans les livres, qui existe aussi dans le quotidien. Par exemple, dans les communautés harédiques à Jérusalem, on parle yiddish, aussi à New York. Chez les ultra-orthodoxes. Voilà, alors c'est toute une culture aussi, une culture d'avant-garde, ça il faut aussi bien insister là-dessus, qui a des choses à nous dire, encore aujourd'hui, bien évidemment. Encore plus qu'avant, je dirais même. Yehoshua, est-ce qu'on peut parler de cette même réalité pour le ladino? Est-ce qu'il y a une véritable culture théâtrale, littéraire, dans le cinéma? Est-ce que culturellement, le ladino est aussi ancré dans les esprits, dans la société, en Israël et ailleurs d'ailleurs? Écoutez, il faudra, du point de vue nombre d'individus, il faudra bien situer le ladino dans les Balkans, dans le bassin méditerranéen et surtout à Jérusalem. Je dois vous rappeler quelque chose de très important. Nous sommes très peu nombreux dans le monde. Nous ne dépassons pas les 450 000 juifs à l'heure actuelle, dont les 300 000 vivent en Israël. Donc le futur du sépharadisme et le futur de sa langue, qui est le judéo-espagnol, qui est le ladino, appelez-le comme vous le désirez, ou le judaïsme, comme certains le prétendent, est là. C'est en Israël qu'il y aura un futur pour cette langue.
Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour faire revivre cette langue, pour la faire connaître de tous? On souligne, et on le répète, vous faites bien de le répéter, le ladino, c'est aussi appelé judéo-espagnol. Les terminologies pour définir cette langue sont pas forcément les mêmes pour tous, mais en tout cas, sous ce même parapluie de judéo-espagnol et ladino, c'est la langue pour les séfarades, si on peut le définir de cette façon. Au jour le jour, qu'est-ce qui est fait pour faire revivre cette langue? Aujourd'hui, et surtout en Israël, on est en train d'organiser des centres de recherche au niveau des universités étatiques. Et le premier centre a été fondé à l'université Bar-Ilan par moi-même. Depuis 10 ans, grâce aux recherches qui ont été faites, il y a un grand intérêt dans le grand public envers la langue séfarade. Et je peux prétendre que non seulement des séfarades viennent l'étudier régulièrement au centre, mais même des ashkénazes. C'est-à-dire qu'on aperçoit un peu le même phénomène que ce qu'on voyait dans ce reportage pour le yiddish, des personnes assez inattendues qui s'intéressent au ladino, qui s'intéressent au judéo-espagnol. Tout à fait. Et puis, je peux vous dire ceci, que non seulement du point de vue folklorique, musique, poésie et littérature, l'ancienne littérature, de nos jours, il y a un renouveau de cette littérature qui se développe à une vitesse que nous ne pouvons même pas contrôler de nos jours. Donc la langue est encore vive, mais je ne saurais pas vous dire si d'ici 3 décades, cette langue elle va encore exister, mais la volonté est là. Oh non, vous n'allez pas nous dire que vous êtes pessimiste? Non, pas tout à fait. Je suis plutôt réaliste parce qu'il faudrait les choses telles qu'elles sont. Ces 2 langues, que ce soit le ladino, que ce soit le yiddish, un jour ou l'autre, ils seront sous l'emprise de l'hébreu qui va dominer la langue nationale, qui est la langue nationale d'Israël, va les dominer. Il n'y a pas de doute à ça. Parce que finalement, c'est ça un peu la perte du yiddish et du ladino, c'est ce fait que on est sous l'hébreu, que l'hébreu vienne finalement dominer ces deux langues sans intégrer. Pour le yiddish, on remarque quand même, on intègre beaucoup en hébreu des mots yiddish. Oui, c'est par l'histoire de l'État hébraïque, bien évidemment, c'est-à-dire les fondateurs, un grand nombre était... La langue maternelle était le yiddish, alors bien évidemment, il y avait beaucoup de mots qui se sont infiltrés dans l'hébreu. Même aujourd'hui, ce sont des mots hébraïques. Pour le ladino, c'est un peu différent. Mais vous nous parliez tout à l'heure de ce que l'on fait au quotidien pour faire vivre cette langue. Vous avez une ambassadrice de charme, c'est Yasmina Lévy. On va juste regarder comment elle a fait connaître la culture ladino à travers le monde grâce à sa musique. C'est bien plus qu'une chanteuse de ladino. Aujourd'hui, Yasmine Lévy a imposé son style, un mélange de flamenco, de ladino, de musique turque, persane. La chanteuse israélienne a puisé dans le répertoire de son père, le célèbre chanteur et compositeur d'origine turque Yitzhak Lévy. Un reportage signé Jonathan Rickner et Fleur Citruc. On en reparle juste après. Adio, adio, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Une voix chaude, envoûtante, des yeux de braise, l'Israélienne Yasmine Lévy a été la première à porter la chanson ladino à travers le monde. Elle revendique cet héritage familial. J'ai grandi avec de la musique ladino. Ces chansons sont en fait celles des Juifs qui ont été expulsés d'Espagne en 1492. Des chansons traditionnelles qui se sont transmises de génération en génération. Les mères chantaient les textes profanes à la maison, car c'était mal vu à l'époque d'être chanteuse. Yasmine Lévy a grandi à Jérusalem, melting pot de culture, où elle découvre la version turque de chansons marocaines, la musique classique, la chanson, le jazz, les musiques sacrées juives, musulmanes et chrétiennes, des influences qui se retrouvent dans ses chansons. Mais c'est en Espagne qu'elle a un véritable coup de foudre pour la musique andalouse. Flamenco.
Le flamenco n'est que du feu. Ton cœur projette des émotions, la colère, l'amour, la déception, le chagrin. Quand j'ai découvert ce feu, je l'ai tout de suite intégré à mon univers. Et j'ai commencé à chanter le ladino de manière plus expressive, plus extrême, plus dramatique, comme dans le flamenco. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon propre style. Yasmine Lévy chante en ladino, mais aussi en turc, en arabe ou en espagnol. Elle s'est un moment heurtée à l'incompréhension de la communauté séfarade. J'ai compris que j'avais touché au Saint des Saints. Ces gens ont grandi avec ces chansons bien particulières que leur chantaient leurs parents et qu'ils souhaitaient aussi entendre de ma voix. Je respecte tout à fait cela et je peux dire que maintenant, après quelques bonnes années, nous vivons dans un respect mutuel. Ils comprennent que c'est mon droit de chanter ces chansons à travers le monde et je comprends qu'ils veuillent préserver l'identité de ces chansons, mais ce n'est pas mon rôle. Aujourd'hui, Yasmine est une star internationale. Elle s'est produite sur les scènes du monde entier, en Europe, aux États-Unis, en Australie ou encore en Turquie. C'est le meilleur ambassadeur de la culture ladino. Le ladino m'a ouvert le monde et moi, je lui ai ouvert mon âme. Nous avons grandi ensemble. Je l'ai diffusé dans le monde et il m'a rendu célèbre. Nous sommes les meilleurs amis du monde. La langue et les personnes, de véritables amis, c'est ce que dit Yasmine Lévy en linguistique et en philosophie. Une question qui s'adresse à présent à vous deux. En linguistique, autant qu'en philosophie, on dit souvent que les mots permettent à une réalité de naître, une réalité d'exister. C'est-à-dire que sans les mots, une réalité n'a pas sa place. Tant qu'elle n'a pas de mots qui puissent la définir, un concept n'existait pas. Est-ce que dans certaines situations, pour certains concepts, certaines notions qui sont développées tant par le yiddish que par le ladino, on perd aussi certaines réalités en perdant certains mots? Voilà, je vous donne un exemple qui est très marquant. Le mot bitochen en yiddish, c'est le mot bitachon en hébreu. En yiddish, bitochen, voilà, bitachon en hébreu c'est sécurité, et bitochen c'est la foi. C'est-à-dire la seule sécurité qui était possible dans ce monde, c'était celle de la foi. Alors voilà. Et c'est complètement perdu aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est le ministre de la Défense en hébreu, voilà. C'est Sarah Bitachon. Voilà, mais quand on dit en yiddish, il faut avoir bitochen, c'est-à-dire il faut croire, il faut y croire. Donc voilà, il y a certains concepts qui perdent un petit peu de leur sens et de leur... Oui, voilà, l'immigration, c'est aussi l'immigration du sens, bien évidemment. Bien sûr, l'évolution des langues, on la comprend. Cette évolution, elle est générale. Donc, au ladino aussi, nous avons le même problème. C'est-à-dire que nous avons absorbé énormément d'expressions et de mots hébraïques pour la simple raison qu'on ne pouvait pas les remplacer. Et comme avec le temps, tout ceci s'est amalgamé après l'exil avec d'autres langues balkaniques, je peux vous assurer que nous, on n'avait pas de difficulté pour nous exprimer. D'accord. On va reparler des mots, ces mots justement qui sont importants pour vous dans chacune des langues dans lesquelles vous vous êtes spécialisé. On l'a vu avec Yasmine Lévy, la chanson est un des moyens de faire passer une langue, de transmettre une langue. Un autre moyen dont on parle souvent quand on parle de juifs et de judaïsme, c'est l'humour. L'humour, il est autant présent dans le yiddish que dans le ladino. Écoutez, l'humour, c'est une question difficile à répondre. Parce que notre humour est un peu différent par rapport à celui des Ashkénazes. Ceux de séfarade. L'humour séfarade a une spécificité, laquelle? Exact. Tout d'abord que nous aimons nous moquer de nous-mêmes. Et secondo, ce qui est très important, ce qui de nos jours est très rare, nous aimons toujours faire rire les enfants. L'humour yiddish, c'est pas ça. Il se moque pas de lui-même, l'humour yiddish? Oui, si. En fait, il me semble que l'humour yiddish, c'est pareil. C'est l'humour juif. Il faut se moquer de soi-même. Sinon...
Et les enfants, par contre, ils sont moins dominants dans cet humour yiddish. L'humour yiddish, on le connaît bien, l'humour ladino, un peu moins, du coup. Écoutez, ça dépend. Il y a des expressions, aujourd'hui, même dans la société israélienne, il y a beaucoup d'humour qui proviennent c'est-à-dire de choses de la langue séfarade, et puis spécifiquement des séfarades des Balkans. Parce que les Juifs qui viennent de Salonique, où la langue était la langue officielle de la ville, et le samedi, tout était fermé durant l'Empire ottoman, parce que c'était la ville par excellence, c'était la Jérusalem des Balkans. Donc, ceci explique qu'il y avait pas mal de troupes théâtrales et beaucoup d'humoristes et beaucoup de presse humoristique à ce temps-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'ici, on peut parler pendant des heures à ce sujet-là. Bien mais sûr, simplement pour le vous problème, c'est qu'on vient justement à bout de cette émission et du temps qui nous est imparti pour parler de ce sujet dont on pourrait parler, vous l'avez dit, des heures. J'avais simplement une dernière petite question, une dernière faveur à vous demander à chacun d'entre vous. Un mot, une expression, une blague, une histoire, un poème qui est pour vous représentatif du yiddish pour vous, Roy, et du ladino pour vous, Yehoshua. On commence avec vous. Voilà, moi, j'ai envie de citer un poème écrit par Bialik même, Chaim Nachman Bialik, en yiddish, et qui parle des enfants juifs. Alors, je vais, voilà. Unter die Grinike Beimelech, spielen sich Moischelech, Schleimelech, Zitzis, Kapotkelech, Peilech, Idalach, frisch von die Ehelech. Voilà, ça Alors, je vous continue. avoue ne pas avoir compris, j'ai imaginé certaines... Ce qu'on peut attendre, c'est en fait la qualité sonore, et les diminutifs qui sont là pour enchérir tous ces enfants, et voilà. Merci d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir apporté un petit peu de cette culture yiddish. Et donc, on peut étudier le yiddish aujourd'hui dans beaucoup d'universités en Israël. Je crois qu'en fait, dans toutes les universités, il y a cette possibilité d'apprendre la langue yiddish et aussi la littérature yiddish à Bar-Ilan, à Jérusalem, à Tel Aviv, à Be'er-Sheva, bien évidemment. Donc, un appel à s'inscrire. Yehoshua, votre mot de la fin ou votre expression de la fin, je ne sais pas ce que vous choisirez. Écoutez, tout d'abord, on vous remercie de vous rappeler que ces langues-là sont encore vivantes et que nous espérons que ceci sera toujours, pour nous juifs, l'essence même de notre culture et de notre passé. Car il ne faut pas oublier que nous avons vécu pendant 2000 ans de